parler d'un projet tout à fait différent, le projet Hawaii, qui est un câble sous-marin privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire privé? Ça veut dire dans notre jargon un projet dans lequel il n'y a pas d'investissement direct des opérateurs télécoms ou des GAFA. C'est-à-dire que ce sont des capitaux de sociétés qui ne sont pas par ailleurs incluses ou impliquées dans d'autres intérêts dans le domaine des télécommunications. Alors, on va rapidement décrire le système, la société, et faire un bref historique du projet et de sa réalisation. Et peut-être le plus intéressant, c'est d'expliquer pourquoi Hawaii a été construit, comment il a pu être financé, et finalement pourquoi c'est un projet qui a connu le succès. Et puis, en fait, une fois qu'on a construit un câble sous-marin, en tant qu'investisseur privé, on pourrait se dire que bah, c'est bon, on y est arrivé, on va tranquillement avoir le retour sur son investissement. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Un câble sous-marin, c'est pas comme une autoroute. Il faut continuellement réinvestir et développer sa présence. Alors, le système Hawaii, c'est un câble qui relie Sydney en Australie, Auckland en Nouvelle-Zélande, à la côte ouest des États-Unis, plus particulièrement en Oregon, en passant par Hawaï, et également avec une petite branche, vous voyez qu'elle n'est pas très longue, vers un territoire qui s'appelle American Samoa. Donc, ça permet de communiquer entre l'Australie et les États-Unis, entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et en plus entre Hawaï et le continent américain, et également Hawaï vers Australie-Nouvelle-Zélande, ce qui est un trafic moins important. Le projet avait aussi pour but, on y reviendra au passage, de connecter les îles du Pacifique. Les îles du Pacifique sont un exemple de territoire souvent relativement mal connecté, insuffisamment connecté, avec insuffisamment de sécurité, parfois même pas connecté du tout. Donc, puisqu'on passait à proximité de ces îles, le projet inclut la possibilité de connecter American Samoa, qui l'a été effectivement, la Nouvelle-Calédonie, Fidji et Tonga. Bon, le système est en opération depuis 3 ans. Il a été construit par le constructeur américain Subcom en une période de 27 mois, donc un peu plus de 2 ans entre le démarrage de la construction et la recette du système. Il a été mis en service en juillet 2018. Alors, regardons un peu l'intérieur du système. En fait, ce système comporte 3 paires de fibres à l'intérieur du câble, 2 paires entre l'Australie et les États-Unis, une paire entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. En plus, il y a des unités de branchement, donc 4 unités de branchement. Ça, c'est pour pouvoir relier les îles. L'une d'elles a été utilisée avec une branche mise en place vers American Samoa. American Samoa n'avait aucune connexion câble vers l'extérieur et dépendait uniquement du satellite. Donc quand le câble a été inauguré à American Samoa, ça a vraiment changé la vie des gens. Je ne sais pas si c'est en bien ou si c'est en mal, mais en tout cas ils étaient contents d'avoir un accès Internet efficace et beaucoup moins cher. On remarque aussi un point, c'est que le système s'arrête complètement à Hawaï, c'est-à-dire que le trafic, par exemple Australie-États-Unis, rentre dans la station d'Hawaï et en ressort. Ça, le système a été construit il y a quelques années et c'était intéressant d'avoir un stop intermédiaire pour augmenter la capacité du système. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui. La capacité totale du système est de 65 terabits. Alors, ça illustre ce qui est typique aujourd'hui en termes de transmission. Les fibres transpacifiques véhiculent 300 gigabits sur 50 longueurs d'onde. Donc dans chaque fibre, il y a 50 longueurs d'onde qui sont opérées à 300 gigabits chacune. Et entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans la mer de Tasman, puisque la distance est plus courte, on peut faire mieux.
Et donc on opère 57 longueurs d'onde par fibre, chacune opérée à 350 gigabits. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire dans les câbles sous-marins. Et quand on a construit le système au départ, on transmettait seulement à 100 gigabits. Donc en 3 ans, grâce au progrès technologique des terminaux, on a pu énormément améliorer la capacité. Alors, les systèmes sous-marins, je l'avais indiqué, doivent être supervisés jour et nuit, puisque ce sont des artères vitales et que toute coupure est catastrophique. Donc il y a un centre de supervision qui gère le système jour et nuit et qui est réparti entre deux endroits, la moitié à Sydney, la moitié à Auckland, de façon à ce que s'il y a un problème ou un événement catastrophique sur un des deux centres de supervision, l'autre peut reprendre immédiatement le relais. Et la plupart des câbles sous-marins sont opérés d'une manière similaire. Alors, pour illustrer ce que c'est qu'un câble sous-marin, encore une fois, 15 000 km, il y a assez de fibres dans ce câble pour faire 2 fois le tour de l'équateur. Et aujourd'hui, dans les câbles plus récents, ça serait encore beaucoup plus. On peut donc transmettre 65 terabits par seconde, à peu près 120 000 fois plus qu'un lien satellitaire moyen. Donc ça vous donne une idée de la marginalisation en capacité des satellites. Et à cette vitesse-là, on peut télécharger 12 000 DVD par seconde, transmettre 2,5 millions de canaux TV 4K. Donc le câble Hawaii à lui tout seul a une capacité équivalente à 10 fois la consommation combinée de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui ensemble représentent à peu près 30 millions d'habitants. Donc vraiment beaucoup de capacité pour servir ce marché. Et puis finalement, le diamètre du cœur de la fibre, c'est-à-dire là où la transmission s'effectue, c'est plus petit qu'un cheveu. Donc c'est une technologie tout de même assez impressionnante. Alors pourquoi on fait des câbles avec tant de capacité quand le marché est loin de la consommer? La durée de vie d'un système, c'est 25 ans. La croissance de la capacité est exponentielle, donc on est à peu près certain que ce câble il va être rempli bien avant la fin de sa durée de vie. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir un maximum de capacité dans un système donné. Alors, quelques mots sur la société, puisque c'est une société donc privée, avec des actionnaires dont aucun n'est opérateur télécom ou GAFA. De ce fait, la société Hawaii n'est pas en concurrence ou en conflit d'intérêts avec ses clients. Les principaux clients, ce ne sont pas les seuls, mais les principaux, ce sont évidemment des opérateurs télécoms, mais aussi les GAFA et d'autres utilisateurs, notamment les réseaux scientifiques et universitaires. Mais la société n'est pas en concurrence avec eux sur d'autres segments des télécommunications. Donc il y a de ce fait-là un lien de confiance qui s'établit. C'est le premier câble privé de ce type en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis, il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs. Ce système a un peu fait école. La société elle-même, pour illustrer, est en fait possédée par 4 hommes d'affaires néo-zélandais, donc des gens relativement riches, mais qui n'étaient pas du tout impliqués, sauf l'un d'entre eux auparavant, dans les télécoms. En plus, il y a un fonds d'investissement australien qui s'appelle Palisade, qui a également investi dans le système. Et aussi, pour l'anecdote, la société et le système sont gérés par une équipe dirigeante où la plupart des membres sont français et plusieurs d'entre eux ex-Alcatel, voire ex-ASN. Alors, les objectifs de la société, c'était donc fournir une connectivité directe vers les États-Unis sur le long terme, avec une très haute capacité, comme je l'ai indiqué, et de haute performance. Mais surtout, parce que ça existait déjà, surtout introduire une concurrence effective dans un marché qui était en monopole. J'y reviendrai. Et puis, accessoirement, mais c'est pas sans intérêt, contribuer à renforcer le développement des îles du Pacifique en les connectant directement à un système pouvant d'un côté les relier à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande et de l'autre côté aux États-Unis. Alors le nom Hawaii, là aussi c'est un peu local, c'est un nom maori. En fait, Hawaii, c'est la terre originelle des Polynésiens, surtout ceux de Nouvelle-Zélande,
qui pensent dans leur légende que c'est une terre un peu inconnue de laquelle ils sont issus. Donc l'idée c'était de rassembler les îles polynésiennes dans leur terre originelle, symbolique. Alors, rapidement, l'historique du projet, en fait, il a commencé en 2013 et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps, 3 ou 4 ans, pour arriver à démarrer effectivement le projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période? Bon, il faut identifier le projet, faire les études de marché, faire des appels d'offres et négocier un contrat de fourniture pour le système. Il est indispensable d'avoir un contrat signé, mais pas en vigueur, pour pouvoir convaincre des investisseurs, puisque les investisseurs initiaux ont dû aussi avoir recours évidemment à des financements. Il faut aussi, et ce n'est pas le plus facile, réaliser ce qu'on appelle des préventes, c'est-à-dire vendre de la capacité avant que le système soit construit. Et tout ça, évidemment, permet d'arriver à boucler le financement du projet. Et une fois que ça c'est fait, on met en vigueur le contrat de fourniture signé avec un fournisseur et on démarre le projet. La deuxième phase, c'est la construction. Donc, je l'ai dit, elle a pris 27 mois et la mise en service a eu lieu en 2018. Et la troisième phase, évidemment, c'est l'opération. En principe, elle devrait durer 25 ans. On verra si le système a une durée de vie de 25 ans. Techniquement, il n'y a pas de doute, mais commercialement, ce n'est pas forcément certain. On y reviendra. Alors, la construction, il y a toutes les étapes de construction. Peut-être vous en avez déjà entendu parler dans la matinée, donc je vais passer rapidement là-dessus. Bon, évidemment, on doit faire une reconnaissance intégrale du tracé pour avoir une bathymétrie des fonds marins et router le câble dans des zones qui ne soient pas exposées ou trop exposées à des risques naturels ou à des risques d'intervention humaine. Ensuite, une fois qu'on a fait cette reconnaissance, il faut fabriquer dans les usines. Dans le cas d'Hawaiki, il y a eu deux demi-systèmes qui ont été chargés, l'un directement sur un câblier, l'autre sur un cargo. Et le cargo ensuite a transféré le câble sur un câblier. Donc, ça s'est passé à Taïwan. Chaque chargement faisait environ 7500 km. Donc de très gros chargements sur des navires à grosse capacité. Alors là, vous avez quelques images du navire quittant la zone de l'usine en bas, et en haut, le transfert du câble depuis un cargo vers le navire câblier. La pose du câble, elle s'est faite à partir des États-Unis d'un côté, à partir de l'Australie d'un autre côté. Les deux bouts ensuite se sont rejoints et ont été jointés. C'est une procédure tout à fait classique. Chaque système a une séquence de pose pour le câble principal et pour chacune des branches. Conscient du temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ça dans la présentation. Là, vous avez quelques photos. Alors, photos classiques de navires câbliers à Sydney. Tous les navires câbliers, quand ils y passent, se font prendre une photo devant l'opéra. Et l'autre, c'est une photo à American Samoa. L'accueil du bateau à American Samoa était peut-être un événement plus important qu'à Sydney, où on est assez habitué à voir de temps à autre des navires câbliers. Là-bas, c'était la première fois et c'était la promesse de la connexion effective à l'Internet pour une population relativement faible, hein, de 50 000 habitants. Et malgré que ce soit un territoire américain, il n'avait pas de câble. Alors pourquoi on l'a construit? Bon, on l'a dit, parce qu'il y avait un marché en monopole, mais aussi parce que ce marché est relativement petit. C'est-à-dire que si l'Australie avait plus de 25 millions d'habitants, probablement qu'il y aurait plus de câbles et plus de compétition. Là, en Australie, à part les opérateurs locaux, personne n'avait construit de câbles. Donc il y avait un créneau possible, avec suffisamment de population pour que ça soit rentable, mais pas trop, pour qu'il n'y ait pas trop de câbles, et notamment des GAFA ou des gros opérateurs télécoms auraient installé plus de câbles.
En Nouvelle-Zélande, il y avait un monopole total. Il y avait un seul câble qui s'appelait Southern Cross et qui était possédé à 50% par l'opérateur historique. Donc il y avait un problème de prix. C'était également le cas à un moindre degré en Australie. Mais les prix dans les deux pays étaient à peu près 10 fois supérieurs aux prix mondiaux pour la capacité. Alors ça s'explique en partie par l'éloignement et la longueur des câbles pour atteindre ces pays, mais quand même ça s'expliquait aussi en bien grande partie par le manque de concurrence. C'est ça qui a permis de construire un système concurrentiel privé. Et puis je l'ai dit, les îles du Pacifique étaient insuffisamment reliées, et donc c'était une bonne idée de leur apporter de la diversité. Alors là, c'était la concurrence existante, du moins le principal câble déjà installé, s'appelle Southern Cross. Alors, il relie, comme vous pouvez le voir sur l'image, la côte est des États-Unis, Oregon et Californie, à la Nouvelle-Zélande et à Sydney par Hawaï. Donc la même route, mais avec deux câbles en redondance. Donc un câble qui a donné tout à fait satisfaction, qui a fonctionné. Il a eu des petits incidents comme tous les câbles, mais quand même avec une excellente disponibilité, installé en 2000 et qui fonctionne encore toujours, probablement jusqu'en 2025 et au-delà 2030. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une bonne connectivité, mais le problème c'est qu'elle était sans concurrence réelle. Alors, comment on a pu financer Hawaii? Il ne suffit pas évidemment d'avoir des investisseurs qui veulent investir. Ça coûte cher un câble sous-marin. Donc il faut aussi trouver des financements. Alors, le point de départ, c'était la Nouvelle-Zélande. Je l'ai dit, la Nouvelle-Zélande était en monopole total et ça a préoccupé non seulement tous les utilisateurs, mais aussi le gouvernement. Donc, le gouvernement néo-zélandais a apporté un support actif et en particulier en signant un contrat pour la fourniture de capacités à long terme pour le réseau universitaire néo-zélandais, qui s'appelle REANS. Oui, et également, mais la Nouvelle-Zélande, ça suffisait pas. 5 millions d'habitants, c'est pas un marché suffisant pour pouvoir rentabiliser un câble de cette longueur. Il fallait combiner les besoins néo-zélandais avec les besoins australiens. Il y avait eu des projets précédents en Nouvelle-Zélande, qui s'appelaient Pacific Fiber, et qui avaient d'une certaine manière un peu négligé l'Australie, et qui du coup n'a pas pu démarrer parce que la rentabilité n'était pas prouvée. Donc, on a adopté une configuration où la liaison principale, c'est Australie-États-Unis, avec une branche sur la Nouvelle-Zélande. Pas forcément la préférence des Néo-Zélandais, mais une logique économique. Alors après, je l'ai indiqué, il faut faire des préventes, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir financer le système, il faut montrer qu'il y a des acheteurs. Seulement les acheteurs, ils sont toujours hésitants à acheter de la capacité d'un système qui n'existe pas. Donc, l'étincelle est venue du réseau universitaire, et ça c'est une volonté gouvernementale. Un gouvernement peut toujours prendre un certain niveau de risque. Mais ensuite, il y a eu d'autres utilisateurs qui voulaient qu'on développe un câble alternatif, notamment Amazon, un opérateur mobile concurrentiel en Nouvelle-Zélande et Australie, et ASCA, c'est l'opérateur au Samoa américaine, qui désespérément voulait avoir une branche sur un système. Donc la combinaison de ces quatre utilisateurs a permis de financer le câble. Alors combien coûtait ce câble? Au total, environ 320 millions de dollars, donc un gros investissement. Et le capital disponible était de 80 millions. Donc il y avait un gros gap à combler. Alors, il a été comblé par des préventes à hauteur d'environ 100 millions. Le reste a été financé de différentes manières. Donc, j'ai indiqué le fonds Palisade pour environ 50 millions. Le reste par un certain nombre de banques et de fonds, notamment Natixis. Bon, dans le détail, évidemment, c'est un peu plus complexe, mais ça montre un petit peu à la fois la difficulté, mais aussi la possibilité d'investir dans ce domaine, même si les montants sont très importants. Alors, il faut dire une chose, c'est que les fonds d'investissement, et souvent les banques,
connaissent mal les câbles sous-marins, ça les inquiète. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils préfèrent les autoroutes ou les réseaux d'adduction d'eau, qui sont de fait en réelle situation de monopole. Un câble sous-marin, c'est différent. On peut toujours en construire un autre à côté. C'est pas forcément une bonne idée et rentable, mais c'est toujours possible. Alors, est-ce que Hawaii peut rester là? Et là, je parle vraiment, pas seulement pour Hawaii, mais pour tous les investisseurs privés dans des câbles sous-marins privés. Le succès opérationnel est là, les clients, il y a une quarantaine de clients sont là, la croissance est là, environ 30% par an. Évidemment, quand on parle de croissance, c'est la croissance de la capacité, mais les prix baissent, plus il y a de capacité, plus les prix baissent, donc c'est pas une croissance de 30 à 40% des revenus, bien entendu. Alors, la compétition, Southern Cross, ils ont été un peu secoués, bon, c'était pas mal, mais ils ont réagi, donc ils construisent un nouveau câble qui est en cours de pause en ce moment, qui s'appelle Southern Cross Next, et donc qui relie également toujours le même marché, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Donc Hawaii ne peut pas en rester là, à la fois parce que on ne pense pas que le système existant à Hawaii est capable de répondre aux besoins du marché d'ici 5 à 10 ans, et d'autre part, il ne faut pas se laisser distancer par la concurrence. Donc c'est pour ça que Hawaii va lancer un nouveau projet qui s'appelle Hawaii Nui. Donc vous pouvez voir sur cette carte en blanc le Hawaii existant et en vert le projet Hawaii Nui. Donc ce projet est toujours sur le même marché, mais on ajoute en plus d'une liaison Australie-États-Unis, une liaison États-Unis-Singapour. Ce qui permet en fait de partager sur 10 000 km entre Los Angeles et une unité de branchement en mer, un tronc commun pour aller vers l'Australie et vers Singapour. Donc évidemment, ça permet de mieux rentabiliser le câble. D'autre part, on crée avec ce système un réseau sous-marin de festons australiens qui n'existe pas aujourd'hui, il n'y a aucun système qui le fait, entre Melbourne, Sydney, Brisbane, Darwin, parmi les 4 villes les plus importantes d'Australie. Et également, il y a une liaison vers le sud de la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de connectivité entre l'île sud de la Nouvelle-Zélande et le reste du monde, et tout passe par l'île du Nord. Mais en plus, il y a un projet de développement de centre de stockage de données, data center, à Invercargill dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Alors ceci, c'est le schéma de ce projet. Alors les caractéristiques, ça sera un câble de nouvelle génération, c'est-à-dire avec un grand nombre de paires de fibres. Environ une vingtaine de paires de fibres, avec un grand nombre de paires de fibres États-Unis, Australie, mais aussi, et encore plus évidemment, États-Unis, Singapour. Ce sera un câble multidirectionnel avec de nombreuses liaisons possibles à l'intérieur du système. C'est un peu pour ça qu'on évoque l'image de couteau suisse. Régionalement, avec ce projet, vous pouvez acheter des liaisons entre un très grand nombre de points. Alors, pour terminer, pourquoi réaliser ce système? Il va avoir une énorme capacité, de l'ordre de 200 à 300 terabits. Mais ça, c'est nécessaire pour répondre aux besoins exponentiels de capacité sur le long terme. Ce système va être probablement mis en service en 2025. Et à partir de cette date, on prévoit déjà que la demande de capacité ne pourra pas être remplie par les systèmes existants, au moins pas sur le long terme. Ça sera aussi du fait de ce grand nombre de paires de fibres et de ce grand nombre de liaisons intégrées dans un seul système, une offre commerciale qui devrait être très compétitive. Et puis enfin, il a une dernière fonction, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible, peut-être est-ce provisoire, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de poser des câbles vers Singapour et le reste de l'Asie depuis les États-Unis à travers la mer de Chine. Donc en passant au sud de la Nouvelle-Guinée et le long de l'Australie et de l'Indonésie vers Singapour, on apporte une sécurité, une diversité que le marché demande en ce moment.
Alors tout ça c'est bien beau, mais comment on peut le réaliser? Le coût du système, c'est plus 300 millions, c'est plutôt 1 milliard. Donc plus de 3 fois le prix d'Hawaii, compte tenu sa dimension et de sa capacité. Et Hawaii n'a pas, la société n'a pas les ressources pour un tel projet. C'est pour cette raison que la société a été vendue. Elle a été vendue à une société qui s'appelle BW. Alors c'est un peu original, j'en terminerai par là. Cette société est un armateur. C'est un armateur qui est spécialisé dans le transport du pétrole, du gaz et des produits pondéreux. Donc on dit, mais qu'est-ce que vient faire un armateur là-dedans? En réalité, cette société a conscience qu'elle doit se diversifier sur le long terme. Et évidemment, tout ce qui est lié au digital est à la mode. Et donc, cette société a été convaincue que finalement, une bonne porte d'entrée vers le digital pour un armateur, bah, ma foi, ça peut bien être des câbles sous-marins. Donc, cette société pèse lourd financièrement. Elle est donc capable de réaliser l'investissement par elle-même. Mais évidemment, ça ne sera pas suffisant. Le risque est quand même non négligeable. Et donc, comme c'est incontournable aujourd'hui, ce projet se fera avec des GAFA, mais pas avec un seul, avec plusieurs, puisque la fonction des câbles privés, c'est de fédérer les besoins et d'être ce qu'on appelle en anglais carrier neutral, c'est-à-dire offrir de la capacité à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, à des conditions similaires. Alors, je l'ai indiqué aussi, bon, ce projet est aussi couplé à des investissements dans les data centers verts, basés sur une énorme disponibilité d'énergie hydraulique en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, le réseau sous-marin est de plus en plus couplé euh, aux data centers et en fait, la géographie des câbles sous-marins maintenant, elle est liée à l'implantation des data centers. Et c'est une convergence qui est en train de se développer entre les deux.